aujourd'hui comme titre, le chemin créatif pour créer ensemble un monde meilleur. Le monde meilleur, le monde dans lequel on est là est bien. Je veux dire, on a à manger, la plupart d'entre nous, on a un toit au-dessus de nos têtes, mais on peut faire mieux par rapport à notre environnement, on peut faire mieux aussi par rapport aux relations humaines, on peut faire mieux généralement à l'aide d'un bon design. Et puis la permaculture, c'est beaucoup plus que de l'agriculture. Alors on va commencer par ça. Et si vous avez, pardon, moi c'est Wen, c'est marqué juste là. Non, mais je fais pas ça. Wen Roland, oui, c'est bien le mien, c'est bien moi. J'ai coupé mes cheveux pour ceux qui ouais. Donc je me sens plus anonyme, mais pas que les mondes me reconnaissaient sa rue avant. Donc, pour commencer, ayez pas peur de poser des questions, mais si je vois que la question va avoir une réponse plus tard, je vais vous le dire, puis on va avancer. Donc, pour commencer, la permaculture, c'est pas une méthode de jardinage. C'est important de comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui se font dire fais des buts, mets du pays, c'est de la permaculture, toi, c'est super cool. Puis les gens font ça, mais ils font juste ça, puis ils comprennent pas pourquoi ils font ça. Puis à la fin de tout, ils finissent par dire la permaculture, c'est de la merde. Puis je vous dis, c'est pas j'invente rien, là. Je sais pas combien de gens qui sont venus me voir qui m'ont dit moi on m'avait dit ça, puis une chance que j'ai eu un peu d'informations par toi, puis par d'autres sources éventuellement, puis pour mieux comprendre c'était quoi, parce que si on s'arrête juste aux techniques, on passe à côté de ce qui est le plus important pour ma culture, c'est du design. C'est une manière de penser avant tout. Donc c'est une science de design basée sur l'observation qui a pour but d'harmonieusement intégrer les activités humaines au milieu naturel. Donc, très largement, on essaie de se rappeler et de faire comme on est partie de la nature. On est une partie de la nature. On s'est beaucoup extrait de la nature à travers nos différentes actions. On dit travailler avec la nature, mais dans le fond, on est la nature qui travaille. Donc, c'est ça l'élément le plus important de se rappeler. Nous sommes la nature qui travaille. Et si on veut se rapporter à la nature profonde que l'on a, il faut justement s'intégrer au lieu de se séparer de la nature. Donc ça, c'est la première partie de la définition que je propose. Ensuite, la permaculture s'intéresse aux relations. C'est une science de design relationnel. Donc, relations que nous pouvons établir entre les différents éléments d'un système afin de planifier consciemment et intelligemment l'utilisation des ressources dans le respect de la vie. Donc, on veut créer des relations. On ne veut pas qu'il y ait un petit endroit, mon jardin qui est là, puis de l'autre côté, mes poules, puis qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Parce que les poules, ils font des déchets, entre guillemets, du fumier, qu'on peut utiliser après ça dans le jardin. Ce que le jardin fait que nous, on ne mange pas, peut être mangé par les poules. Donc ça, c'est un lien bien simple, mais il y a des liens comme ça partout. Et c'est ça qui fait un écosystème. Un écosystème, c'est parce qu'il y a des liens. Et c'est l'élément le plus important d'un écosystème. Et tout environnement humain devrait être pensé comme un écosystème. Et c'est présentement pas le cas. On est tous séparés, on mène nos poubelles, c'est amené ailleurs. On flush, c'est amené ailleurs. On n'a pas d'idée de la valeur ou du coût qui est associé avec ça directement. Et puis, purifie d'une eau de haute qualité qu'on met dans un bol de toilette et qu'on flush. Mais on est tous pris là-dedans. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la culpabilité. Hein. Moi, je veux dire, je fais ce que je peux. Je ne suis pas parfait. On est tous à un niveau, que ce soit monétaire, que ce soit idéologique, que ce soit du temps, qui nous permet d'en faire un petit peu. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le plus important, de faire un petit peu. Et le plus simplement, on peut voir ça comme une manière positive et évolutive de voir le monde, parce que c'est aussi vraiment sur la vision, sur l'observation qu'on a, et de créer basé sur le modèle de la nature. Donc la nature, c'est notre modèle principal. Quand on se pose des questions, comment je pourrais trouver des solutions à ça, souvent, notre premier réflexe va être la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Comment la nature fait ça? Et c'est une science de design éthique qui se base sur une éthique qui est très simple, qu'on va voir tantôt, et puis surtout des principes universels, des principes qui ont été extraits de ce que la nature nous dit, des expériences des humains à travers le temps. Donc, c'est tout de même quelque chose qui est simple, mais que plus on construit avec ça, plus on peut aller loin. Et c'est ça l'important. À la base, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment de bien penser notre monde. Donc, la permaculture, c'est un coffre à outils qui nous permet de mieux vivre, dans le fond, en tant que partie intégrale de la nature.
là où vous êtes maintenant. C'est important parce que beaucoup de gens disent « Ah, je vais attendre plus tard, je vais avoir une ferme, je vais pouvoir faire de la permaculture, je vais pouvoir faire un jardin à permaculture », mais c'est pas nécessaire. Commencez par vous. La première permaculture que vous devez faire, c'est avec votre propre personne. C'est le design de vous-même, de qui vous êtes. Il y en a qui appellent ça la permaculture sociale, ou j'appelle ça simplement la permaculture holistique. Donc on commence par ce qui est le plus facile, ce qui est le plus près de nous, c'est nous-mêmes. Donc on travaille sur nous-mêmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Donc, comme je dis, la permaculture, elle a été créée et inventée par deux personnes qui, dans le fond, se sont inspirées de plein d'autres gens, de pratiques ancestrales, de plein de choses qui sont arrivées avant eux, Bill Mollison et David Holmgren. Et ces deux personnes-là ont commencé par toucher à l'agriculture, parce que c'était le moyen qu'ils voyaient qui avait le plus d'impact sur la culture humaine. Et à mesure que les processus avançaient sur 10-15 ans, à mesure qu'ils enseignaient, à mesure qu'ils testaient leur théorie, ils se sont aperçus qu'en fond, ce qu'il fallait vraiment créer, c'était une culture de la permanence. Donc, c'était de créer dans l'esprit des gens l'idée que on est peut-être là de façon temporaire, mais notre monde, lui, a une certaine permanence. Il y a une certaine échelle de la permanence dans ce que l'on fait. Donc, nos actions vont avoir un impact sur le futur, vont avoir un impact sur les prochaines générations. Et donc, la permaculture, ultimement, elle est là pour les humains. Elle est là pour nous. Puis, les systèmes agricoles, la nature, elle s'en sortirait très, très bien. Hein? Mais c'est nos systèmes agricoles qui sont souvent, ont perdu un peu le contact. On s'entend que l'agriculture biologique, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agriculture biologique, il y a 75 ans, 100 ans de ça, ils appelaient ça juste agriculture. C'était ce qu'ils faisaient, normalement, naturellement. Ils utilisaient des fumiers, puis ils faisaient attention à leur sol, puis il y avait des arbres dans les champs. Ce qu'on parlait, ceux qui étaient là tantôt, quand on parlait d'agroforesterie, c'est absolument rien de nouveau, c'est quelque chose même qui devrait revenir et qui a été fait longtemps avant aujourd'hui. Et donc, au centre de la permaculture, l'essence de la permaculture, c'est le travail des humains en relation avec notre propre nature, avec ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc, quand on regarde la permaculture, cette fleur-là, qu'on appelle la fleur de la permaculture, nous décrit un peu qu'est-ce que c'est. Comment ça touche le monde. Donc, l'éthique et les principes se retrouvent au centre. L'éthique, c'est simple, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des gens, et puis s'assurer qu'on crée l'abondance pour la redistribuer de façon équitable. Les principes, il y en a de nombreux qui sont différents, dépendamment du domaine dans lequel on travaille, mais c'est généralement des principes qui sont assez universels, on va en avoir un petit peu tantôt. Et autour de ça, toutes les pétales, c'est tout ce qui est impacté, tout ce qui est touché par le design de la permaculture. Donc, quand on regarde l'entretien de la terre, c'est un pétale pour l'agriculture, c'est un seul pétale. Il y en a d'autres. Il y a tout ce qui est environnement habité, les maisons, les habitations, les outils et technologies, culture et éducation, la santé et le bien-être spirituel, finance et économie, patrimoine et communauté. Et tout autour, c'est dans le fond des pratiques qui pourraient être utiles, des outils qui pourraient être utiles dans le contexte de la permaculture, que l'on pourrait donner une raison d'être dans notre design. Donc, si je regarde hydroélectricité au niveau des outils et technologies, la bicyclette, quand on regarde culture et éducation, art et musique participative, allaitement, accouchement à domicile, c'est toutes des idées ou des concepts qui existent en soi tout seuls. Ils n'ont pas besoin de la permaculture pour exister. Et sont utiles en soi, il n'y a pas de question là-dessus. Mais quand on les met dans un contexte de design, lorsqu'on leur donne une place particulière et lorsqu'on établit des liens, lorsqu'on s'y déverse, lorsqu'on vraiment on rentre en contact avec ce que c'est plus juste une chose, ça fait partie d'un tout. Et c'est là la force de la permaculture, c'est de créer ces trucs-là, c'est de créer des connexions, faire un design, faire une conception qui nous permet d'unifier ce que l'on crée au lieu de juste avoir des petits bouts. Puis là, de se demander pourquoi ça ne marche pas. Ben, parce que justement, peut-être que si on les connectait ces deux-là, le produit de l'un aiderait l'autre, donc il y aurait des choses qui pourraient se supporter. Donc, à l'intérieur de cette fleur-là, c'est juste donner une idée de la largeur de la permaculture. Quand on regarde, on peut penser aux villes, comment les villes sont construites. Présentement, c'est infernal. Je suis allé à certaines parties de Montréal, puis j'avais de la misère à respirer. Il y a d'autres coins, il y a des arbres, il fait beau, on est bien. Ça a été développé de façon chaotique, sans but réel.
Et puis là, on se retrouve avec des embouteillages pas possibles. Mais quand on repense à la ville, ben, on pourrait penser à faire des artères principales qui sont plus larges, mais qui sont séparées par des gros tampons de végétation. On pourrait penser à avoir plus d'eau à l'intérieur de nos villes où est-ce qui accumule la chaleur et qui permet de tempérer le climat au lieu d'avoir tous les îlots de chaleur qu'on a. On peut avoir des toits verts, des toits blancs, plein de techniques, mais il faut s'assurer que ça soit fait de façon unifiante pour que justement ça ne se retrouve pas être juste des petits bouts qui n'ont pas de lien ensemble. Donc, encore une fois, le design de la ville. Une ville un peu plus piétonne, je pense que moi, en tout cas, je serais vraiment heureux. Créer plus de place pour les piétons, que je ne me sente pas en danger lorsque je promène en bicyclette sur la rue Sherbrooke pour aller à un de mes jardins à ma job. C'est insensé le stress que je ressens. J'arrive au jardin, là, je suis supposé de relaxer puis de prendre ce coup puis de toucher à la terre. Une chance que j'ai ça. J'imagine si j'allais au bureau en train de pitailler sur un ordinateur ou faire des comptes, là, j'aurais même pas la possibilité de. Donc, on parle évidemment des toits verts. Les fermes sur les toits, c'est des affaires intéressantes. Ça, c'est à New York. Quand on parle du design de la ville, ben, on parle justement d'orientation des maisons, s'assurer que les maisons sont bien orientées pour rester fraîches pendant l'été, puis profiter du soleil, de la chaleur du soleil pendant l'hiver. Donc, toutes des petites choses, encore là, qu'on essaie de créer dans un plan global qui nous permet d'avoir un résultat qui est beaucoup plus intéressant que chaque élément individuel. L'orientation des maisons, ici, c'est un bel exemple. Très, très simple. Au lieu d'avoir des rues perpendiculaires qui seraient dans le fond avec des maisons des deux côtés, on a en place un petit hameau où est-ce que les maisons sont toutes bien orientées par rapport au soleil. Il y a de la verdure, il y a des places pour les jardins, les voitures, ils ont leur petit spot, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent. C'est juste quand les gens entrent et sortent. En arrière, il y a un jardin, et après ce jardin-là, ben là, il y a la prochaine rue. Donc, entre chaque petit hameau, il y a un jardin, une rue, puis là, ça recommence. Donc, il y a tout le temps ces zones tampons-là qui accumulent l'eau en trop qui vient de la pluie, qui permettent de ralentir les vents, donc d'éviter les dommages faits par les tempêtes. Donc, tout ça parce que justement, c'est pensé à travailler tous ensemble. Tous les éléments travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. Et quand on regarde le design de la permaculture, c'est souvent ça. On va penser avant tout aux objectifs. Donc, même chose, ici, les maisons en paille. Donc, c'est un matériel qui est facile à trouver tout de même. Vous êtes assis sur des bottes de paille. C'est un matériel qui est un super bon isolant. Il y a moyen de faire des choses extraordinaires. On a développé nos propres techniques ici avec le GRED. Et puis, c'est vraiment intéressant. Et c'est des maisons qui, une fois leur vie terminée, vont pouvoir retourner à l'environnement sans problème, parce que c'est généralement biodégradable. Donc, quand on parle de serre solaire passive, vous avez vu un petit peu la serre qui est à l'extérieur. C'est une serre qui a été faite un peu sur le modèle des Earthships. C'est intéressant, il y a la masse thermique. Dans le fond, les pneus sont utilisés pour faire des genres de briques. Est-ce qu'on est obligé de faire ça pour avoir une serre solaire passive? Absolument pas. C'est même une méthode qui est longue et un peu pénible. Ça demande beaucoup de temps humain. Et présentement, il y a beaucoup d'enthousiasme pour les Earthships. Fait qu'il y a plein de gens qui veulent faire des pneus. Mais à un moment donné, je sais pas, les mondes vont peut-être s'étaler. Puis c'est pas nécessairement, si on associe le temps relié au coût, il y a d'autres moyens de construire de façon plus efficace. Ici, on a une serre qui a été construite très simplement avec les matériaux qui sont disponibles, les isolants les plus environnementaux possibles. Et c'est très, très efficace. Il y a une masse thermique au niveau du sol. Et bien sûr, c'est l'orientation qui est la plus importante. On voit les grandes fenêtres orientées plein sud, les grands barils où est-ce qu'on fait pousser des plantes et des poissons. Donc, on peut avoir plusieurs types de cultures. Des bacs comme ça qui sont irrigués de l'extérieur. Il peut y avoir de l'aquaculture. Ici, on voit le deuxième étage où il y a des choses qui poussent. On utilise vraiment bien les trois dimensions, qui est essentiel. Ici, on a de l'aquaculture, Growing Power. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce mouvement-là. C'est très intéressant. Ils font beaucoup d'aquaculture à l'intérieur de serres, où est-ce qu'ils font pousser des tilapias en même temps, des plantes qui poussent bien, peu importe le temps. Donc, beaucoup de verdure, beaucoup de fines herbes. Ça, c'est bien intéressant. C'est ça, Brooklyn aussi. Hein? C'est ça, Brooklyn. Oui, en pleine ville, en plein environnement urbain. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et puis encore là, c'est toujours une question d'intégration. Si on regarde le design, il y a le bassin en bas où est-ce qu'il y a les poissons.
il y a une pompe qui fait fonctionner tout le système. Donc une pompe qui grimpe l'eau en hauteur, après ça c'est la gravité qui fait circuler le liquide. Les poissons ils défèquent dans l'eau, ils font leurs besoins dans l'eau, ça vient nourrir les plantes purifient cette eau-là, le retournent aux poissons. Donc il y a tous ces cycles-là qui sont en place. Et puis les poissons peuvent, c'est des omnivores, donc ils vont manger beaucoup de choses, ils vont manger des résidus de plantes, ils vont manger des insectes, ils vont se nourrir avec beaucoup de résidus qui ne seraient pas utilisés autrement. Donc on a des systèmes qui sont bien pensés, l'eau c'est une masse thermique à l'intérieur de la serre, donc qui permettent de tempérer le climat. Il y a des tas de compost à l'extérieur des serres qui sont empilés sur le bord des serres qui les protègent du vent, mais en même temps qui génèrent un peu de chaleur qui est à l'intérieur de la serre. Il y a plein de processus qui sont en place et c'est bien par une belle intégration, un bon design que ça fonctionne bien et que c'est très très productif. Si on regarde les systèmes avec les animaux, ici la ferme Morgan, leur revenu principal c'est les animaux. Les plantes c'est bien, les jardins c'est intéressant, mais c'est vraiment les animaux. Et dans tout design, quand on utilise la permaculture, si on sort les animaux du design, on se donne beaucoup de travail. Donc ceux qui veulent partir des fermes sans animaux, c'est très possible, sauf que ça donne beaucoup plus de travail à l'humain. Tout ce qu'on ne fait pas faire par la nature, c'est nous qu'il faut qu'ils le fassions. Ça, c'est une des leçons la plus importantes qu'on peut ressortir. Tout ce que la nature ne fait pas à notre place, il faut qu'on se le donne. Donc, en étudiant comment la nature fait les choses, on regardait les troupeaux sauvages, comment les troupeaux sauvages se comportent. Puis on a développé à travers le temps, Alan Savory en particulier, qui a développé des techniques de gestion de troupeaux en les gardant plus près les unes des autres, un peu plus intensivement. En les faisant travailler comme quand ils étaient entourés de prédateurs, où est-ce que là ils se serraient tous les uns contre les autres pour se protéger des prédateurs. Et puis ça régénérait, ils s'assuraient de bien manger tout ce qui était en place et ça régénérait l'environnement. Pourtant, nous, notre tendance pour essayer de sauver ça, ça a été de dire on va donner des grands pâturages à nos vaches et puis comme ça on va moins détruire l'environnement, mais au contraire, les vaches mangeaient juste ce qu'ils avaient envie de manger, puis à la fin de tout, c'est des mauvaises herbes qui prenaient toute la place. Donc, c'est un petit peu des fois l'humain quand il déconstruit, quand on regarde juste un élément, on passe à côté des vraies solutions. Il faut vraiment regarder holistiquement, il faut regarder le système au complet. Il faut avoir cette pensée-là systémique où est-ce qu'un élément n'est jamais totalement indépendant. Il est toujours en lien avec d'autres éléments. Que ce soit dans une ferme, que ce soit avec les animaux, que ce soit dans votre vie en général. Quand on fait un changement, ça a généralement un effet. Donc on voit qu'ils sont entourés, c'est des petites structures qui sont temporaires avec des fils électriques. Simplement s'assurer que les animaux sont bien en place, ils mangent bien, ils manquent de rien, ils sont bien. Même qu'il y en a qui s'assurent qu'il y a plusieurs espèces qui sont ensemble, donc ça peut être des bœufs, des chèvres, des moutons qui travaillent tous ensemble puis ils s'intéressent à différents types de plantes, donc il n'y en a aucune qui nuit à l'autre. Met un âne dans la gang qui protège, parce que l'âne c'est aussi efficace si c'est pas plus qu'un chien pour protéger les troupeaux. Donc encore là, on prend la particularité de l'âne, on le plug dans notre système, on s'assure qu'il protège notre troupeau. Donc tout ça mis ensemble, ça nous donne des systèmes qui sont très efficaces. Oui? Ouais, à la fin par exemple, pas nécessairement en même temps, mais ouais. Ils peuvent se promener librement, là. Mais c'est aussi une question d'efficacité, il faut qu'ils aillent au bon moment. C'est aussi une question de timing. Quand je vous dis qu'il faut bien comprendre ce que l'on fait, on peut dire ok oui j'envoie mes poules, mais s'ils vont un peu trop d'avance, ben, ils vont gratter dans le fumier, mais ils ne trouveront pas ce qu'ils ont besoin, ils ne trouveront pas les larves d'insectes qu'on veut qui dévorent pour éviter que ces insectes-là attaquent les bœufs par la suite. Donc c'est aussi une question de connaître les cycles. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Ça peut être bien d'envoyer les poules, mais si on les envoie au bon moment, ils vont nous servir encore plus. 3 jours après, c'est que les larves sont en train de... Puis là encore, ça dépend du climat. Si ici, mettons, il fait super beau pendant un été, super chaud, puis l'année prochaine, il fait plus lent, mais ça se peut que ce soit plus ou moins un jour. Donc, encore là, mais c'est exactement à peu près 3-4 jours, 2 à 4 jours. Donc, une terre complète pourrait être subdivisée comme ça en petits espaces, et ces espaces-là temporaires vont être utilisés pour promener. Et puis, on les laisse pas plus que 1 à 2 jours par endroit. Et puis, on ne les fait pas revenir au même endroit avant tant de jours que la prairie se soit régénérée, exactement. Donc, tout ça,
ça a été fait avec l'observation. On a observé, on a noté, on a regardé ce qui se passe en place. Et l'observation, c'est vraiment un outil important. Donc, on peut aussi, les vaches peuvent aussi aller en forêt, la sylvoculture. Donc, aller en forêt, il faut que ce soit des forêts qui sont quand même pas mal ouvertes pour qu'il y ait assez de lumière, pour s'assurer qu'il y a assez de régénération. On utilise des techniques aussi comme les keylines pour essayer de régénérer le sol à partir du bas. Donc, on s'assure que l'eau pénètre dans le sol, que l'eau se promène partout bien efficacement. Et puis, encore là, la machinerie, on ne l'utilise pas juste pour le fun. On va vraiment cibler, on l'utilise bien parce que oui, la machinerie utilise du pétrole, oui, elle compacte le sol. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas l'utiliser, mais quand on l'utilise au bon moment, pour la bonne raison, le bénéfice est beaucoup plus grand que de ne pas l'utiliser. Ouais, keyline design. C'est juste quelque chose. Ben, ça serait long à expliquer, mais l'idée c'est que on suit plus ou moins le contour du sol, donc dans le sol en pente, et puis on s'assure que l'eau, lorsqu'elle arrive à ces endroits-là, pénètre dans le sol, et puis toute la matière organique suit. Donc dans le fond, on construit le sol du bas parce que la matière organique se trouve à tomber à l'intérieur de la terre, puis ça se construit comme du compost en hauteur, dans les crêpes. Mais on ne dérange pas le sol, on ne retourne pas le sol, donc on s'assure de ne pas déranger notre belle prairie en santé. Entre autres, oui, exactement. Oui, oui. Quand on parlait de l'éthique, bon, prendre soin de la terre, prendre soin des gens, puis partager équitablement. Moi, j'ajoute partager équitablement qu'un de nos buts principaux, et ça devrait faire partie de notre éthique, de générer l'abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas de gaspillage, puis je ne parle pas nécessairement non plus de matériel. On peut parler d'abondance d'informations. Moi, mon cerveau est plein d'informations et j'ai une surabondance d'informations que je suis heureux de partager avec vous. Donc, même chose dans vos vies, assurez-vous de partager l'abondance que vous avez, peu importe c'est quoi. Ça n'a pas d'importance, peu importe qu'est-ce que vous avez en abondance, que ce soit votre temps, que ce soit votre sourire, votre bonne humeur. Ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et dans les principes, on peut regarder rapidement, observer et interagir, c'est un des premiers principes. Donc l'observation est très importante. Et puis aussi de participer à ce que l'on observe, pas juste d'être un observateur passif. On peut observer passivement, ça a de la valeur, mais lorsqu'on commence à travailler, lorsqu'on touche, lorsqu'on entre en relation, là aussi on a de l'information très pertinente. Aussi on peut parler très simplement d'un principe, pas de déchets. C'est un principe tellement simple, mais tellement peu appliqué dans notre société. Ça va de soi, dans la nature, il y a absolument zéro déchet. Tout ce qui est généré, transformé, utilisé, réutilisé, les molécules circulent. On peut parler de favoriser la diversité, donc toujours s'assurer que dans nos actions, on favorise la diversité d'idées, la diversité d'opinions, la diversité des actions qu'on a, la diversité des plantes, évidemment, la diversité des animaux avec lesquels on travaille, donc la diversité en général. Et puis, si vous voulez trouver ces principes-là sur Internet, il y a un petit document qui s'appelle The Essence of Permaculture, l'essence de la permaculture, qui est gratuit. Et si vous allez faire un petit tour, vous avez juste à noter ça sur Internet, Essence de la permaculture. Et vous allez trouver, c'est assez facile. C'est David Holmgren qui l'a écrit. Ouais, vraiment. Donc, du mauvais design, ça nous donne du travail, des pertes, perte de temps, perte d'argent et de la pollution, généralement. Donc, prenez le temps de bien penser. Notre outil principal, c'est l'observation. C'est vraiment d'observer le monde qui nous entoure, d'observer ce qui nous intéresse, de ne pas être trop pressé. Des fois, les gens disent « Ah, il faut que je passe à l'action ». Ben, une des bases essentielles en permaculture, c'est que généralement, on prend plus de temps pour préparer nos choses. On dit mieux vaut prendre 50 heures de préparation, d'observation, de compréhension de ce qu'on va faire, de travailler 1 heure efficace et bien heureux, que de préparer 1 heure, puis de travailler 50 heures à se casser le dos, à se faire chier, parce qu'on n'a pas bien préparé notre affaire. Et combien d'entre nous ont déjà eu à travailler 50 heures parce qu'on n'a pas bien préparé nos affaires? Ça m'est arrivé. C'est justement pourquoi je sais l'importance de ça. C'est super important de se préparer. Des fois, justement, les gens nous poussent à passer à l'action. C'est bien de passer à l'action. Il faut que l'aboutissement de votre travail soit dans les actions. Mais commencez par bien comprendre ce que vous faites. Commencez par
préparez votre idée. Associez-vous aux gens qui peuvent vous aider. Des fois, on veut tout faire soi-même. Ben, c'est bien d'aller chercher des gens qui peuvent nous supporter, que ce soit juste le gars qui est sa machinerie pendant que nous, on est les yeux sur le terrain, que ce soit juste la personne qui peut nous donner des conseils, ou simplement une bonne paire de bras puis un sourire avec qui travailler sur le terrain. Donc, l'assemblage, le design, c'est un assemblage bénéfique d'éléments dans une mosaïque de relations fonctionnelles. Je pense que j'en parle assez. Hein, on parle de relations, on parle d'établir des liens entre les éléments. Et ma méthode principale de design, c'est celle-ci. Je vais aller rapidement parce que je sens que le temps avance. Mais c'est une technique bien simple qu'on peut aller très profondément et qui peut servir à n'importe quoi. Que ce soit designer une entreprise, designer votre carrière, designer votre jardin, votre maison. Donc, on commence par définir nos buts. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'observation avant ou qu'on n'est pas conscient de certaines des limites qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une bonne idée des ressources qui nous sont disponibles. Mais il faut avoir des buts. Il faut que les buts soient clairs. Il faut que notre but principal soit clair, le plus clair possible. Et que s'il y a des buts secondaires, qu'eux aussi soient là. Parce que tous nos choix, toutes nos décisions vont être basées vers l'atteinte de ces objectifs-là. Et sans rire, là, je ne sais pas combien de projets que j'ai vu rater parce que les buts n'étaient pas clairs. Parce que 2 personnes étaient sur le projet ou 3 personnes et puis qu'ils ne s'étaient pas entendus sur les buts les plus importants parce qu'on n'a pas toujours les mêmes buts ensemble. Et c'est vraiment triste de voir ça parce que c'est pas un manque d'énergie, c'est pas un manque de créativité, c'est pas un manque d'intelligence, c'est juste un mauvais focus sur les objectifs. Donc on commence par les buts. On fait des observations, on s'observe soi-même, on observe le monde, on observe ce que l'on veut créer, on regarde s'il y a des projets similaires aux nôtres, on regarde quelles sont les choses qui existent, qui pourraient nous inspirer. On regarde les limites, nos limites personnelles, les limites de notre terrain, les limites de notre budget, les limites de notre savoir. Et évidemment, nos ressources, qu'est-ce qu'on a déjà disponible, notre revenu, les ressources qui sont disponibles de l'extérieur, les gens qui pourraient nous aider, les plantes qui sont déjà existantes, les projets qui existent déjà, qui pourraient nous servir, qui pourraient nous mentorer dans ce que l'on cherche à faire. L'analyse, c'est ce dont je parlais tantôt, on analyse, on essaie de comprendre bien ce avec quoi on va travailler. Si c'est des plantes, on essaie de bien comprendre quel genre de produits ils vont nous donner. Si c'est des animaux, même chose. Mais aussi, il faut savoir leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien fonctionner? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes? Parce qu'on se regarde aussi, il faut s'analyser soi-même de quoi j'ai besoin, moi, pour vraiment bien fonctionner. Moi, je ne suis pas un lève-tôt. Donc, est-ce que je serais bon sur une ferme avec des poules? Probablement pas. Parce que j'aime pas ça me lever tôt le matin. Donc, il faut que je me connaisse. Il faut que je sache qui je suis pour savoir. Parce que bien des gens ont un idéal de la ferme, du jardin. Puis malheureusement, ben, ils sont pas conscients de ce que ça demande. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande un travail acharné, puis un focus incroyable. Des fois, il faut sacrifier des choses dans notre vie pour y arriver. Donc, il faut vraiment être conscient. L'analyse, c'est tout ça. Analyser nos éléments, quel genre de building je veux voir, dans quel genre de communauté je veux créer. Quand on parle comme ici la ferme Morgan, c'est une communauté intentionnelle où est-ce que les gens travaillent ensemble, ils vivent sur la ferme, ils n'ont pas de salaire, la ferme c'est leur vie entre guillemets, mais ils ont aussi d'autres objectifs. Donc c'est important d'analyser ce que l'on cherche à créer, puis de bien comprendre. Ensuite, on fait notre design, c'est plus de mettre en jeu, on commence à faire des plans, on décrit ce que l'on cherche à faire, on fait notre design, on rentre dans l'action de créer ce que l'on entête, ce que l'on a défini. Puis à n'importe quel moment, on peut revenir en arrière. Si je m'aperçois que mes ressources ne me permettent pas d'atteindre mes buts, bien, je change mes buts. J'ajuste mes buts ou je m'assure d'avoir des ressources supplémentaires. Donc, c'est un cycle aussi qu'on peut revenir en arrière. Ensuite, on passe du design à l'implantation. Là, c'est du plan à la réalité. Le plan, c'est jamais tout à fait la réalité. Il ne faut pas tomber en amour avec le plan, parce que souvent, on va être bien déçu. Il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait comme on veut. Il y a des matériels qui nous manquent. Et le monde ne vient pas. Et on s'attendait à avoir 50 personnes, puis il y en a juste 2. Mais on fait ce qu'on peut. On reste flexible. On s'assure que ce que l'on fait, qu'on a une certaine priorité qui nous permet d'atteindre au moins une partie de nos objectifs ensemble. Ensuite, on fait la maintenance. Dans un jardin, c'est ce qu'on appelle jardiner, c'est-à-dire arroser, entretenir, tout ça. Puis dans toute autre entreprise, que ce soit un business ou que ce soit une communauté comme ici, mais la maintenance, c'est s'assurer que les gens sont entendus, s'assurer qu'il y a du feedback.
Donc, on entend ce que les gens vivent, ce que la situation nous dit, le fil de la situation. La maintenance, ben, c'est souvent ce que l'on fait en grande partie. Et éventuellement, tout au long, on fait de l'évaluation, mais à la fin d'un cycle de design, on s'assure d'avoir une évaluation tout de même de base, où est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, où est-ce qu'on s'en va avec ça, j'ai-tu atteint mes objectifs, non. Donc une évaluation, ça peut être en groupe, ça peut être soi-même par rapport à nos objectifs sur le terrain. Quand on parle d'un jardin, ben, c'est assez simple parce que j'ai eu une bonne récolte, j'ai eu une super bonne récolte, qu'est-ce qui a bien poussé, qu'est-ce qui a moins bien poussé. Et cette évaluation-là nous permet de repartir dans notre prochain cycle de design. Donc si tel type de plante a super bien fonctionné, ok, ben quelle autre plante de cette famille-là je pourrais amener dans mon jardin, ou quelle autre plante de ce type-là, mettons les légumes feuilles ont bien fonctionné dans mon jardin, ok, ben je peux aller chercher des kales, je peux aller chercher toutes ces autres plantes-là. Donc c'est vraiment un outil qui nous permet de repartir efficacement dans notre cycle. Avez-vous des questions? Je sais que ça va super vite, mais s'il y en a qui sont intéressés, vous allez pouvoir passer sur mon site web, sur mon blog, puis il y a beaucoup de cette information-là qui est disponible, et s'il y en a qui veulent avoir la présentation, je pourrais vous la rendre. Ouais. J'ai pas fini. On parle pas de ce qui est politique ou des choses comme ça. Ça, c'est un monde complètement à côté. On parle pas de mobilisation sociale. On parle vraiment de ce que toi, tu voudrais faire. Si tu veux faire un toit vert, tu utilises cette technique-là pour arriver au meilleur résultat possible par rapport à ce qui est possible. Toutes les embûches en ton chemin, ils vont être là. Ils vont être là inévitablement. Sauf que, après ça, au moins, tu as des objectifs clairs. Puis pour vendre un projet, là, lorsque vous avez fait ce processus-là, lorsque vous arrivez devant des gens que vous devez convaincre, ils sont beaucoup plus faciles à convaincre quand vous avez fait ça que si vous arrivez avec moi j'aimerais ça avoir un toit vert, ça va être cool. Moi j'aimerais ça avoir telle chose, j'aimerais ça faire telle chose. Il faut que vous ayez ces processus-là, lui ou un autre, parce que c'est pas le seul et unique processus de design qui existe. Mais l'idée, c'est que, dans le fond, ce que ça vous donne, c'est que vous pensez longtemps et efficacement et profondément à ce que vous allez faire. C'est ça le but ultime. C'est d'y penser beaucoup longtemps, mais de façon concrète et structurée. Parce que, comme moi, vous avez certainement des projets que vous avez pensé quand vous aviez 12, 13, 14, 15 ans, que vous avez encore, il y en a qui veulent faire telle chose, faire le tour du monde. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on n'a jamais structuré ces projets-là de façon à ce qu'ils soient réalisables. C'est juste ça. Mais je suis d'accord avec toi, il va toujours avoir des embûches, il va toujours avoir des choses. Donc, c'est quoi l'avantage de la permaculture au milieu urbain? Ben moi, la permaculture, c'est une chose qu'on a dans la tête avant tout. C'est une chose qu'on utilise. On dit, moi je dis généralement qu'on ne fait pas de la permaculture, on l'utilise. C'est un outil, c'est quelque chose qu'on prend en main et qu'on met en jeu. Et ça se passe avant tout dans la tête. Il y a des gens qui vont jamais mentionner le mot permaculture, mais qui vont en faire. Plutôt qu'ils vont l'utiliser. On ne fait pas de permaculture, on l'utilise. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais dire le mot, mais qui vont l'utiliser de façon très efficace pour atteindre leur objectif. Donc, le fait qu'on le nomme, qu'on ne le nomme pas, il y a bien des gens qui n'aiment pas le nom permaculture, puis qui vont utiliser un autre nom, qui vont appeler ça du design écologique, qui vont appeler ça... Peu importe. L'important, c'est les processus qui sont en place, qui permettent d'aller plus loin dans notre design de ce que l'on crée dans notre société. Ici, c'est un simple plan d'un site. Donc, généralement, lorsqu'on design un site, on va se retrouver avec quelque chose comme un plan. À quoi on a pensé? On a pensé à ce qui allait pousser. Il y a des jardins, il y a des endroits où est-ce qu'on peut faire cuire de la pizza, une table à côté de la pizza, c'est logique. Un terrain de danse, si la personne aime danser. On a des zones qui sont définies d'utilisation. On a des zones où est-ce qu'on va très souvent, c'est les zones 1. La zone 1, on va y aller très souvent. Zone 2, on va y aller un peu moins souvent. Ça va être là des fois qu'il va y avoir certains types d'arbres fruitiers, certains animaux qui ont besoin de moins d'attention. Et plus on s'éloigne de la maison, plus on avance dans les zones, qui sont des zones dans le fond d'utilisation. Et c'est un autre outil de design. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé à la permaculture, vous allez trouver dans cette boîte à outils-là un ensemble d'outils qui peut vous aider à mieux designer votre environnement. Un plan,
à cette base-là, c'est un plan bien simple. Il y a aussi le design de notre propre vie. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien intéressant. Quand on veut savoir c'est quoi notre raison d'être, ou notre passion, ou des fois c'est pas toujours aussi clair quand on cherche une carrière. Hein. On a tous, j'ai fait de l'informatique pendant 6 ans. Pourtant, c'est vraiment pas quelque chose que je veux faire de ma vie. Des fois, je me demande comment j'ai fait pour me retrouver là. Il a fallu que je prenne ce chemin-là, par exemple, pour me retrouver aujourd'hui. Donc, on se pose la question à qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que le monde a besoin, à quoi vous êtes bon, puis qu'est-ce que vous pouvez faire qui pourrait vous faire gagner de l'argent ou être bien, parce qu'on ne peut pas exclure les femmes enceintes ou les femmes à la maison, les hommes à la maison, les prêtres, les moines. Je veux dire, c'est toutes une bonne raison d'être et qui leur permettent de bien vivre. L'idée, c'est qu'est-ce que vous avez dans ces 4 sphères-là qui vous permettent de définir votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession et de les unir dans un tout. Donc, posez-vous ces questions-là. Je vous laisse y penser. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui peut être utile? À quoi je suis bon? Qu'est-ce que je pourrais être payé à faire? Moi, quand je fais mon plan de vie, j'ai regardé ce que j'avais comme objectif, puis je me suis défini ça. Un plan, ça n'a pas besoin d'être sur dessin. Ici, j'ai continué à faire ce que j'aime, observer les patterns de ma vie. Donc, observer comment j'interagis avec les gens, comment les gens interagissent entre eux. Augmenter mon autonomie, m'éduquer, lire, faire des formations, participer à des activités pratiques, partager mon savoir et mon expérience, multiplier mes sources de revenus, qui est super important. Travailler à l'échelle humaine et puis profiter de la vie dans le respect des autres. Donc ça, c'est le plan que j'ai en gros de ma vie qui va changer parce que je redesign constamment. Mais c'est un plan qui est tout aussi significatif que le plan d'une maison, tout ça. OK. Rapidement, on va parler de forêt nourricière. Il reste combien de temps? 0. Est-ce que vous êtes pressé de vous en aller? Non. OK. Je vais aller un peu plus vite, mais je vais quand même vous parler rapidement. La forêt nourricière, on s'inspire de la forêt. On veut jardiner comme la forêt, dans le fond. On ne jardine pas nécessairement dans la forêt. On veut s'inspirer de ce que la forêt est. La forêt, c'est un environnement particulier où est-ce qu'il y a une structure, il y a des strates, où est-ce qu'il y a des processus qui sont en place au niveau de la fertilité, au niveau des interactions avec les animaux, et puis la pluie, la chute des feuilles, et tout ça, ça se passe, tous des processus qui permettent de créer un environnement qui est hautement fertile. Et qui fertilise des forêts? Personne n'est fertilise, des animaux fertilisent des forêts, les forêts s'auto-entretiennent. Donc ça fait partie des objectifs ultimes. Évidemment, tant qu'on design pour l'homme, pour nous, pour aller chercher quelque chose, on n'arrivera jamais au même niveau que la nature. La nature le fait parfaitement, nous on peut pas faire autrement que d'avoir à travailler un peu pour avoir un résultat. Donc, les systèmes forestiers n'ont pas besoin des humains pour se propager, se maintenir, se renouveler, se fertiliser. Ils génèrent naturellement de l'air pur, de l'eau propre, un sol vivant rempli d'éléments nutritifs. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Qui peut se vanter d'avoir ça dans son jardin, à la maison? Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on crée un jardin, mais un jardin sur le modèle de la forêt. Donc, au lieu d'avoir juste des annuelles, au lieu d'avoir un sol qui est retourné année après année, on prend le modèle de la forêt, on dit OK, on va planter plus des vivaces, des arbres, des arbustes, pour donner quelque chose qui est plus permanent et construire la fertilité dans ce même sens-là, toucher au sol autant que possible. Une forêt nourricière, c'est un système de culture basé sur l'implantation d'arbres, d'arbustes, de plantes vivaces, un petit peu d'annuels, un peu de biannuels, conçu de manière à imiter la structure et les processus d'une forêt naturelle. Donc c'est une métaphore pour faire la conception de votre jardin, mais avec ce que la forêt a de meilleur à vous offrir. Donc ici on a une forêt nourricière, c'est où est-ce que j'avais construit à un de mes jardins. Donc l'idée c'est que c'est pas une forêt au sens du terme, c'est pas gros, énorme avec des millions d'arbres, des millions d'hectares, de mètres cubes de bois. C'est plutôt un environnement qui s'inspire de la forêt, qui cherche à aller mettre en place les processus intéressants, la structure avant tout, qui est plusieurs strates. Donc c'est ma conjointe Mélanie qui a fait ça à Saint-Laurent, Montréal. Donc ici on a les différentes strates. On a les arbres, les petits arbres, les arbustes, les herbacées, les racines, les rampants et les grimpants. Ça fait beaucoup de strates.
Donc, ça rend ça un petit peu compliqué quand on est en train de faire notre design. Donc, moi, je groupe ça en 3 strates. Je mets les grimpants et les arbres ensemble parce qu'ils occupent le même espace. Ensuite, je mets les petits arbres et les arbustes ensemble parce qu'encore une fois, ils occupent le même espace, l'espace du milieu. Et finalement, on met toutes les herbacées ensemble. Donc, lorsqu'on design, on essaie d'avoir des plantes dans ces 3 strates-là, générales. On essaie d'avoir des arbres, des petits arbres et arbustes et des herbacées au sol. Et si on a des plantes dans ces 3 strates-là, déjà on utilise beaucoup mieux l'espace. On utilise les 3 dimensions de façon vraiment égale. On va chercher le maximum du soleil, hein, parce que si on met ça juste en 2 dimensions, le soleil n'est pas très utilisé. Et puis les plantes, éventuellement, atteignent un certain point de saturation, où est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser plus de soleil qu'à un certain moment. Donc en s'assurant d'avoir différentes strates, le soleil est mieux utilisé, la lumière est mieux utilisée, et toutes les ressources de façon générale, parce que les arbres ont des racines beaucoup plus profondes, ils peuvent aller chercher des éléments nutritifs qui auraient été perdus autrement, qui auraient été infiltrés en profondeur dans le sol. Donc il y a beaucoup d'avantages d'avoir toutes ces plantes. Les couvre-sols, évidemment, protègent le sol. Les herbacées, il y en a certains qui sont des racines qui vont déranger légèrement le sol, mais ça va toujours être des petites parcelles. Au lieu d'être une grosse surface qu'on dérange, ça va être des petits bouts qu'on va déranger. Donc c'est moins problématique. Donc nos conditions désirées, ce qu'on cherche à créer, parce qu'on parle encore de design, hein. Le but que je parle de forêt nourricière, c'est qu'on parle quand même de design de permaculture. Donc avec l'esprit du design, on crée une forêt nourricière. Donc, on a des objectifs, on veut qu'elle soit facile à récolter, que ce soit une polyculture productive. Polyculture, ça veut dire un ensemble de plantes diverses, donc pas juste une plante, pas une monoculture. On veut un auto-renouvellement de la fertilité, donc que la fertilité, qu'il y ait des processus en place qui permettent à la fertilité d'augmenter au lieu de toujours diminuer et d'être renouvelée par du compost ou autre chose. On veut des plantes en santé dès le début et par la suite. On a des besoins minimaux en eau. Prédation minimale des herbivores. Donc, herbivores, bien, il y a évidemment toutes les bébites, mais aussi les chevreuils. Il y a des herbivores à 2 pattes humains qui viennent piquer dans le jardin. On veut minimiser le stress et la compétition. Parce que plus une plante est stressée, plus elle va avoir tendance à tomber malade. Donc, on veut vraiment leur donner de l'espace, leur donner des compagnons. On veut s'assurer qu'ils travaillent ensemble. Et on veut créer de la résilience et de la stabilité. Donc, dans notre environnement, on vise ces choses-là. Et pour ce faire, bien, il y a plein de choses. Je donne un cours d'un week-end au complet sur le sujet, alors je ne peux pas résumer ça en 2 secondes, mais on va rapidement regarder. On va évidemment avoir des chemins efficaces, des chemins qui vont être au bon endroit, qui vont servir pas juste le chemin, mais aussi pour récupérer l'eau, pour prendre l'eau et la redistribuer à travers le système. Des chemins aussi qui vont être mulchés, qui vont avoir du paillis dessus. Ça ici, c'est du paillis. Et ce paillis-là, ben, il se décompose comme n'importe quelle matière organique. Et quand il est assez décomposé, ben, je le prends et je le mets sur le dessus de ma forêt nourricière. Donc je lui ajoute un compost en surface. Je lui ajoute aussi un petit paillis léger qui ne va pas empêcher les plantes de bien s'en sortir. Et puis toute la fertilité qu'il pourrait avoir sur le terrain, s'il y a une pente, donc toute la fertilité qui pourrait être là finit sur le chemin et compostée avec le paillis qui lui retourne sur la plate-bande. Donc on s'assure d'avoir encore là des cycles très efficaces. Dans cet endroit-là qui est généralement un peu plus humide, il va y avoir des vers de terre en masse. Encore une fois, les vers de terre digèrent cette matière-là, vont se retrouver éventuellement dans les plates-bandes. Donc tous les processus qui sont en place, non seulement pour avoir un accès efficace, mais aussi pour avoir d'autres bénéfices sont là. Juste pour un chemin, là. Là, on parle juste d'un élément. Donc, quand je vous dis qu'il faut que vous prépariez et que vous connaissez bien vos éléments, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. OK, je veux un chemin. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, mon chemin? OK, je peux-tu, justement, composter dedans? Ah oui, parfait, ça va être correct. Ah non, je ne peux pas composter parce que j'aimerais ça que ça soit une zone rigide pour pouvoir plutôt faire la captation d'eau. Donc, on regarde l'élément, on dit qu'est-ce que je cherche à créer, où est-ce que je vais aller avec. Et évidemment, là, on cherche à avoir un accès efficace à travers notre environnement. Donc, il faut des chemins principaux. Si j'ai juste des petits chemins qui méandrent tout le temps, ben c'est long en maudit m'en aller d'un bout à l'autre de mon terrain. Donc, il faut que j'ai des chemins qui soient efficaces. Et ce chemin-là est à niveau. Donc, il suit la courbe de niveau. Donc, il n'y a pas de pente à monter, pas de pente à descendre. Super facile de se déplacer. Quand on a une grosse brouette remplie de terre ou de compost, c'est bien d'avoir un chemin qui est droit, qui ne demande pas de pente. Ensuite, on va avoir comme là une petite brique simplement pour avoir un pied, un accès à l'intérieur d'une zone pour récolter
Ça peut être aussi simple que ça, l'accès, une brique, et en même temps, ben, ça me permet de récolter mes fraises, puis mes cadelles ici en haut. Et on voit qu'il y a un couvre-sol tout autour, c'est du trèfle blanc. Le trèfle blanc a un super bon couvre-sol. Il reste quand même généralement bas. C'est un fixateur d'azote. L'azote qui est un élément super important dans les jardins. C'est une plante qu'on peut facilement arracher et déposer, donc faire du chop and drop, couper et déposer là où on a besoin. Donc on déplace notre fertilité, on la prend d'un coin, puis avec cette matière-là, on l'amène à un autre endroit. Donc je peux tout mulcher le tour de mes arbres avec ça, avec le trèfle. Le trèfle il attire les pollinisateurs, les abeilles. Les fleurs sont délicieuses en salade, donc il y a plein de bonnes raisons encore d'avoir ces éléments-là en place. Donc on a une grande diversité de fruits dans ce cas-là. Des cadelles, des cassis, des petites cerises. Et si pour une raison X, les groseilles, ils donnent pas cette année-là parce qu'il y a eu un gel, ben j'ai d'autres choses qui vont donner une récolte. Je vais avoir une autre plante qui va donner une récolte. Donc, pas mettre toutes ces œufs dans le même panier, hein, c'est un super beau principe. C'est ça l'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir beaucoup de diversité comme ça, peu importe. Même si tous mes fruits je l'ai, j'aurai encore mes plantes médicinales pour me donner un revenu. J'aurai encore mes racines qui, eux autres, ils n'auront pas besoin d'être pollinisés, pas besoin d'avoir de fleurs. Donc, d'avoir toujours de la diversité, autant au niveau de la récolte, des revenus. Puis en même temps, bien, évidemment, plus on a cette diversité-là en place, plus on a de chance d'avoir aussi de la diversité au niveau des insectes, au niveau des alliés, tous les insectes qui peuvent nous aider, les petites guêpes parasitoïdes et tout ça, bon, ils viennent nous aider, nous supporter dans notre travail. Plus la nature en fait, moins on en fait. C'est ça aussi qu'on encourage. On a des plantes de fertilité comme l'ortie et la consoude, deux des plantes essentielles à avoir dans un jardin. L'ortie, c'est sûr, ça intéresse moins les gens parce que c'est une petite plante qui pique, mais c'est une plante alimentaire délicieuse qui remplace avantageusement comment ça s'appelle dans les lasagnes, là. Épinards, merci, qui remplace avantageusement les épinards. Évidemment, pour la plupart du temps, on la cuit parce qu'elle pique. Une fois qu'elle est coupée, elle ne pique plus. Ouais, légèrement. Elle pique moins. Il faut vraiment la couper en petits morceaux. Donc c'est une plante qui est super intéressante, mais c'est une plante vraiment très bonne qui apporte beaucoup d'azote lorsqu'on fait des purins avec. Donc c'est une des rares plantes qui démontre un très haut niveau d'azote. Puis l'azote, ben, c'est un élément qui est toujours en manque dans la plupart des sols. Et à côté, la consoude, qui est une plante médicinale extraordinaire qui permet de cicatriser les plaies, qui est vraiment le fun à avoir, qui attire beaucoup les insectes pollinisateurs et qui est aussi une super plante qui accumule le potassium, qui permet d'amener ça encore une fois au jardin. Donc on peut simplement les couper et les mettre ailleurs, où est-ce qu'on sait que maintenant c'est le temps où est-ce que les fruits se forment, ben, je vais prendre cette plante-là, je vais la déposer à côté de ces plantes-là, ou je la coupe en petits morceaux, je fais un purin avec, des purins courts. Hein. La pire chose que j'ai vue, c'est les gens qui font des purins pendant 1, 2, 3 semaines qui puent. Faut pas que ça sente un purin. Faut que vous soyez capable de vous mettre le nez dedans, que ça sente légèrement le thé. Pas plus que ça. Ça peut prendre 2, 3, 5 jours. Mais c'est rare que ça va plus loin que 5 jours. On filtre, on utilise. Puis vous allez chercher l'essentiel, le meilleur de la plante. Si ça commence à sentir mauvais, c'est parce qu'il y a de la putréfaction. Si il y a de la putréfaction, c'est parce qu'il manque d'air. C'est anaérobique. Si ça manque d'air, ben vous allez chercher plein de micro-organismes que vous ne voulez pas dans votre jardin. Vous ne voulez pas les avoir, eux autres. C'est ceux qui propagent souvent les maladies. Donc, deux plantes encore là qu'on va disperser un peu partout dans notre système parce que notre but, c'est d'avoir une fertilité qui se renouvelle. Donc, une fertilité qu'on peut facilement renouveler, ça implique justement d'avoir la plante le plus près possible d'où est-ce que je vais en avoir besoin. Donc, si la plante est là, mon arbre est là, ben, je coupe la plante, je la mets en petits morceaux, je les mets au pied de mon arbre, ben, je viens d'amener certains éléments à mon arbre en plus grande quantité. Les champignons, une manière d'aller utiliser encore la ressource qui est la matière organique, particulièrement les copeaux de bois, tout ce qui est copeaux de bois. Ça, c'est des strophères annelés. Des strophères, c'est des champignons vivaces ici au Québec qui survivent tant qu'on leur donne à manger. Et puis, c'est des champignons vraiment délicieux à manger. Et ils vont pousser tant qu'ils ont à manger, ils vont vous donner de la récolte. Il peut y avoir des champignons qui sont non comestibles. C'est pas grave.
un champignon, c'est une bonne chose d'avoir dans le jardin. Quand vous voyez un champignon qui sort, là, je peux vous dire qu'ils sont en train de faire une belle job, ils sont en train de décomposer en matière organique, ils sont en train d'envoyer tout leur corps, tout leur if dans le sol pour retenir le sol, retenir les éléments nutritifs. Les champignons, c'est l'Internet de la nature. Hein? Ils connectent les racines ensemble. Une plante, vous n'avez pas beaucoup d'azote dans tel coin du jardin, mais il y en a beaucoup dans ce coin-là. Les plantes vont les champignons vont s'assurer d'amener l'azote là où il y en a besoin dans votre jardin. Donc, d'avoir du paillis en surface puis d'avoir des champignons dans une forêt nourricière, c'est essentiel. Et puis, quand on regarde la forêt nourricière de façon générale, on peut regarder ça comme un tout, mais on peut la décomposer par petits morceaux, pour ça simplifier la job. Et puis, un de ces morceaux-là, ça s'appelle une guilde. Donc, on prend un élément central, généralement un arbre ou un gros arbuste, et on assemble des plantes autour pour travailler à aider l'élément central et s'entraider les uns et les autres. Donc, par exemple, on a des bulbes qui reposent des graminées, particulièrement au début de la plantation. Lorsqu'on plante un petit arbre, on ne veut pas qu'il soit stressé par les graminées. Il y a des plantes qui attirent les insectes et les oiseaux bénéfiques, les accumulateurs d'éléments nutritifs, fixateurs d'azote, quand on parle de trèfle, quand on parle de consoude et d'ortie, ça peut faire partie de ces éléments-là. Et puis toutes les plantes à paillis, le mulch, donc encore là, même pas mal dans les mêmes plantes, le trèfle, la luzerne, qui est un fixateur d'azote. Et donc souvent, ça va être les mêmes plantes, mais on veut une belle diversité qui vont avoir plusieurs fonctions. Et lorsqu'on crée une guilde, on s'assure que notre élément central va être bien entouré. Parce qu'en nature, ça n'existe pas un arbre tout seul. Hein? Quand vous avez un petit cerisier sur votre terrain, il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, ben c'est normal qu'il y ait de la misère. Donc, pardon? Du mulch, c'est dans le fond du pays. Ah, c'est pas du Non, c'est du pays. Ouais. Très simplement du pays. On parle aussi d'essayer de bien coloniser le sol. Quand on a des arbres, ben on a différents types de racines qui vont à différentes profondeurs. Les arbres, les arbustes, les herbacées vont tout avoir différents types de racines. Il faut pouvoir mieux utiliser les différents horizons du sol, aller chercher les éléments fertilisants qui sont en profondeur et les ramener à la surface à travers la chute de leurs feuilles. Donc, on a encore là des cycles très importants. Plus c'est grand, plus on simplifie. On ne veut pas non plus que ce soit de la monoculture, mais on va avoir tendance à simplifier. Quand on fait un grand verger, bien, on va avoir un petit peu moins d'espèces. On va un peu plus jouer justement avec des guildes, on va créer des blocs. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'autres objectifs, que ceux qu'on a nommés, il faut que ce soit facile à récolter. Il faut qu'on soit capable de trouver ce qu'on a planté. Donc, on ne peut pas juste mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus trop diversifier au point où est-ce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on a mis nos bleuets. Donc, ça va être plus une question de structuration de l'environnement que d'avoir à passer à travers un gros processus logiciel. Excusez, à propos de Oui. comment on voit que les racines de l'arbre, tout le monde sont très larges, mais est-ce que comment on sait, maintenant je plante un arbre, est-ce qu'ils sont bien larges par rapport à la grosseur de la tête de l'arbre? Là, je vois que c'est... Moi, je pensais que ça ne dépassait pas la tête de l'arbre. Non, ça c'est un mythe assez répandu malheureusement, mais l'arbre va aller chercher la fertilité là où elle est. C'est-à-dire, ça se peut très bien que l'arbre aille 5 cm dans cette direction-là, puis que parce que là, il n'a pas trouvé de fertilité, ben, il s'est arrêté là. Puis de ce côté-là, il va aller chercher très loin. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, puis c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de préparer notre environnement. Lorsqu'on fait une plantation, on va s'assurer que l'environnement va avoir été bien préparé. Si notre sol est compacté, ben, on va le préparer, on va l'ouvrir. Mais ça va être la dernière fois qu'on va le retourner. Ça va être la dernière fois qu'on va faire ces processus-là, parce que justement, on veut qu'après ça, les processus naturels prennent le dessus de devant. Mais on ne peut pas savoir vraiment comment l'arbre va. Il peut avoir des tendances. Il y en a des arbres qui vont avoir, comme mettons les arbres qui sont greffés, les arbres seminaires ou les arbres colonnaires. Bien, ces arbres-là, ils vont faire des systèmes racinaires gros comme ça, pas plus que ça. Parce que c'est de même qui ont été définis par rapport à leur greffe. Mais quand on a des arbres standards, mettons qu'on parle d'un tilleul, bien, il va y avoir un système racinaire qui va suivre la fertilité un peu plus largement. Mais là, il y a des arbres qui sont des racines pivotantes. Oui, exactement. Ça fait partie d'analyse. Ça fait partie d'analyse qu'on parlait tantôt dans le design. Bien, on analyse, on va chercher l'information sur les arbres, on va chercher l'information sur les plantes, quel type de racines il y a. Si vous allez sur mon blog, encore une fois, on a créé avec 2 compagnons une liste de plantes et puis on décrit justement beaucoup d'informations, les arbres, les herbacées, les arbustes.
Puis on dit un peu c'est quoi le type de racine, on dit un peu c'est quoi leur propriété, est-ce que c'est des fixateurs d'azote et tout ça. La liste n'est pas terminée, elle est encore en version alpha. Donc c'est une version vraiment qui n'est pas complète, mais qui est déjà plein d'informations qui va vous être utile. Et moi, c'est moi qui la gère, donc si vous avez d'autres infos, vous me les envoyez. Et juste rapidement, ici c'est un plan que j'ai fait pour un projet où est-ce que il y a la maison. Quand on parle d'un plan avec la forêt nourricière, c'est juste un élément d'un ensemble du plan. Donc la forêt nourricière est ici, un bassin, des lits de plantation pour des annuels. Ça ne veut pas dire que parce que vous faites une forêt nourricière qu'il n'y a pas d'annuels. Les annuels, ils vont profiter de toute la protection des arbres, vont profiter de tous les insectes qui vont aider. Donc il y a moyen d'intégrer aussi encore une fois des lits annuels dans la forêt nourricière. Et tout ici, j'ai mes lits principales où est-ce que la majorité de la bourse va pousser. Une petite serre ici en avant. Des lits en agriculture, il y a des willows, des saules qui sont là parce que j'ai un rocket stove dans ma maison, donc je me fais mon propre matériel à brûler plus tard. Les saules, on peut les couper puis ça repousse, des cycles de près de 3 ans. Donc à chaque 3 ans, je taille une petite partie, ça me donne une partie de mon matériel à brûler dans la maison. Donc la forêt nourricière m'a fourni aussi du matériel pour ça. Donc vous voyez, c'est un système qui est créé à ce moment-là. Et la forêt nourricière en fait une grande partie parce qu'elle a beaucoup d'utilité, elle a beaucoup de raisons d'être dans cet environnement. Des images de forêt nourricière plus ou moins avancées. Donc ici c'est vraiment la plantation des petits arbres qui sont des petits fouettes. Et c'est souvent de ça que ça va avoir de l'air. On commence souvent par le squelette, hein. On fait les arbres en premier, puis après ça on va construire. Je vais prendre un autre exemple. Protéger, si vous savez qu'il y a les chevreuils dans votre coin, il faut mettre des clôtures. On a beau mettre des savons qui puent, on a beau avoir... Il y a 2 manières. Il y a un chien qui contrôle le périmètre ou il y a des clôtures. C'est les 2 seules manières d'éviter les chevreuils. Donc ça c'est en banlieue. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un gros terrain pour faire une forêt nourricière. Ça peut être votre cour arrière. Moi, si j'arrive dans une maison qui a une piscine, je me vire la piscine de là, puis je plante ça, ou j'utilise la piscine pour faire un bassin à cet endroit-là. Mais tu sais, l'idée, c'est que l'espace, le nombre d'espaces que vous avez, c'est pas si important que ça, c'est plutôt ce que vous allez en faire. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a des chemins bien clairement identifiés pour avoir accès à une petite serre. Il y a des zones, ici c'est une gazebo avec des kiwis qui poussent dessus. Bon, tout est possible. Ici, c'est... Oups. Ici, c'est une petite forêt nourricière qui a été faite sur un terrain d'église. Les gens ont demandé à l'église, on aimerait ça faire un projet, on a eu des dons, on veut faire quelque chose d'intéressant. Donc, ils ont juste fait un petit îlot de forêt nourricière. Et puis, tout est bien défini, comme ça, il y a des arbres plus hauts, des petits chemins qui passent à l'intérieur. Donc, c'est super intéressant comme petit projet. Puis, c'est un projet qui apporte, encore une fois, des aliments, un environnement, une niche écologique. Ici, c'est des forêts. Les 2 dernières, c'est des forêts un peu plus sauvages, de type forêt. Donc, l'environnement a été planté et le but, c'est que justement, que ça se développe le plus possible indépendamment. La partie herbacée est souvent un peu plus dense, un peu plus libre, moins précise. Ça va être des grosses zones de menthe, des grosses zones d'origan, du trèfle, des fixateurs d'azote. Donc la partie herbacée est un petit peu moins maintenue, puis c'est plus les arbustes et les arbres. Donc encore là, c'est toute une question d'objectif. Donc même chose ici, dernier avec des belles du beau lupin qui est un fixateur d'azote, hein, qui est dans le sol et en plus il y a fixateur. Mais on voit ça a l'air juste d'une forêt à ce point-là. Ça a à peu près une 15aine d'années. Donc mais vous pouvez savoir que la plupart des arbres qui sont là produisent quelque chose à manger, puis s'ils ne produisent pas quelque chose à manger, ils sont utiles pour quelque chose. C'est des fixateurs d'azote ou quelque chose. Donc voilà, merci d'avoir patienté. Je vais aller faire un petit tour sur ma page personnelle. Et puis sur permafoire.blogspot.com, c'est là que j'annonce des cours et beaucoup d'informations, comme je vous dis, la liste de plantes gratuites. J'ai des cartes? Oui, j'ai des cartes. Si des gens veulent des cartes, j'en ai avec moi. Merci. C'est vraiment intéressant.